Bonjour, chers followers et abonnés de l'Aslix. C'est chaque week-end un réel plaisir pour moi de vous proposer ce décryptage de l'actualité avec bien sûr le chroniqueur et désormais essayiste Agibou Diallo. Contente de partager ce plateau avec toi, Agibou. Bonjour Rokaya, bonjour chers followers du round hebdomadaire de la chaîne laslix.fr. Essayiste, attendons de voir le retour de la critique, mais en tout état de cause, on est le 1er mai, c'est la journée du travail, c'est une journée qui a été conquise de haute lutte par les forces syndicales. On garde encore frais dans les mémoires la révolution du Front populaire en 1936, même si on sait que derrière il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a un peu redonné de l'embonpoint au capitalisme contre les forces prolétariennes et les masses laborieuses. Je ne pouvais manquer de marquer ma solidarité à toutes les forces laborieuses et à toutes les forces prolétariennes et ouvrières du monde qui sont exploitées par le capitalisme. Alors, Agibou, on va démarrer ce décryptage avec une première grosse actualité vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la date du procès opposant la dame Adira Bissar à l'opposant Ousmane Sonko est connue. Elle a été fixée pour le 16 mai 2023. Adji Sarr a d'ailleurs parlé au peuple sénégalais via une lettre postée sur les réseaux sociaux où elle est contente qu'une date soit trouvée et que le procès puisse commencer. Et elle réitère dans la lettre qu'elle fait confiance à la justice de son pays. Elle demande à être sanctionnée si elle a menti, si elle est fautive, mais aussi elle demande à ce que justice soit faite si vraiment Ousmane Sonko est coupable de ce dont elle l'accuse. Oui, c'est vrai que la date du procès a été fixée. Il me semble que ce soit le 16 mai qui a été choisi. Bon, cette affaire, il était temps qu'on tire tout au clair, même si l'opinion s'est déjà faite sa religion sur cette affaire-là. Maintenant, il reste la part de lumière que la justice pourrait apporter effectivement sur cette affaire-là. C'est son bon droit à elle de chercher d'une certaine manière à déconstruire toute cette image qui lui avait été plaquée, et peut-être qu'elle n'est pas tout quant au fond, parce que nous ne la connaissons pas, nous ne l'avons découvert qu'à travers cette affaire et par le truchement justement de tout ce qui a été colporté de vraisemblable ou d'invraisemblable la concernant. Donc, mais moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire-là, c'est l'emballement judiciaire et la précipitation qui, en mon sens, dénote quelque chose qui est méta situation politique sénégalaise, dans le sens où je mets le lien entre la visite nocturne de la vice-présidente de la cellule africaine de l'Élysée chez Ousmane Sonko, qui en dit quelque chose par rapport à la position de la France vis-à-vis des velléités tentationnelles du troisième mandat de Macky Sall. À coup sûr, mon sentiment est que l'Élysée est en train de prendre ses distances et Macky Sall est en train de faire un branle-bas de rapport de force, comme du reste Alassane Ouattara a réussi à l'obtenir malgré une opposition timide de Macron vis-à-vis du troisième mandat en Côte d'Ivoire. Macky est en train d'utiliser ce même stratagème. La France est en train peut-être de le faire freiner des 4 fers. Et c'est peut-être un signal qui est adressé à la France en se précipitant à fixer manu militari la date du procès, alors qu'on sait que la chambre criminelle en fait a un agenda plus ou moins chargé qui fait que tous les inculpés pour des faits de crime aujourd'hui croupissent dans les geôles en attendant qu'on leur fixe une date de jugement. Mais pour ce cas-ci, compte tenu de la portée politique et de la densité conflictuelle en termes sociaux et politiques,
on peut comprendre qu'il y a quand même des soubassements politiques et géopolitiques qui dépassent finalement les deux protagonistes. Et donc, c'est la lecture que j'ai de cet emballement, de l'enrôlement de ce dossier-là au niveau de la chambre criminelle. Restons toujours dans le domaine politique qui domine vraiment l'actualité ces derniers temps pour parler encore du dialogue national initié par Macky Sall. Maintenant, les partis vivent au rythme de ce dialogue. Qui va y aller, qui ne va pas répondre, quels seront les termes de référence, pourquoi faut-il y aller et pourquoi il ne faut pas y aller d'après toi? En fait, avec Macky Sall, on s'est déjà fait une certaine religion par rapport au théorème politique qui caractérise sa praxis. C'est-à-dire problème, réaction, solution. Il crée un problème et la réaction, en fait, va nécessiter un ajustement de sa part pour donner des gages d'assouplissement par rapport à sa politique, mais totalement autoritaire, totalitaire et liberticide. Dialogue politique. Est-on sorti le pays est-il ingouvernable? Est-on un pays en guerre comme chez nos voisins? Non. Macky Sall a caporalisé le processus électoral, a instrumentalisé l'appareil judiciaire pour régler ses comptes politiques avec ses adversaires. Il est dans une impasse compte tenu aujourd'hui de l'idée qui est totalement acquise dans la psyché et dans la conscience collective des Sénégalais que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà. Maintenant, il y a des enjeux géopolitiques qu'il voudrait invoquer, notamment sur le pétrole ou le gaz et tout ça. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il veut convoquer les gens à un dialogue, mais c'est tout simplement faire passer de manière subreptice la validation de sa 3e candidature au travers d'une réparation des forfaitures qu'il a eu à commettre dans les précédents mandats en instrumentalisant la justice pour éliminer des adversaires politiques. Voilà les conditions historiques de cette situation qui nous amène aujourd'hui à ce qu'il demande un dialogue. Mais moi, je serais peut-être plus radical parce que Jean-Jacques Rousseau nous disait qu'être radical, c'est prendre le mal par la racine. La racine du mal, c'est l'hypertrophie présidentialiste de notre régime politique. C'est le fait que justement qu'il y ait un homme de qui tout part et vers qui tout revient et qui n'a pas une conscience patriotique. Voilà, qui ne sait pas s'inscrire dans une perspective historique et donc s'inscrire par rapport justement à une certaine philosophie de l'histoire qui voudrait qu'on laisse un bon legs du point de vue des mœurs, du point de vue de la praxis, du point de vue des rapports politiques. Le Sénégal est de tradition politique dialogique, mais on a constaté depuis l'ère Wade, il y a une crispation des rapports entre forces politiques au niveau de l'échiquier. Et tout tourne autour simplement du processus électoral, du fichier électoral, c'est-à-dire comment toute cette bourgeoisie nationale se relaie autour du pouvoir, rien que justement pour recevoir la part belle du gâteau qu'ils se partagent et non pas pour des projets de transformation qualitative dont ils seraient les porteurs ou les vecteurs. C'est ça le grand nœud du problème. Deuxièmement, je pense que si dialogue devrait y avoir, justement, on ne devrait même pas se poser la question des termes de référence. Il y a eu les assises nationales, mais mieux, il y a eu la Commission nationale de réforme des institutions qui a un mandat administratif tout au moins, puisque ça a été une commande du président de la République, financée avec l'argent des Sénégalais. Donc c'est devenu quelque chose qui rentre totalement dans le patrimoine de l'État. Pourquoi donc invoquer un dialogue qui ne cherche ou vise qu'à colmater des brèches à la marge en laissant le problème entier, à savoir cette hypertrophie présidentialiste dont notre système est le nom. Donc,
ça aussi révèle un peu l'insincérité de tous les acteurs, opposition comme pouvoir. C'est-à-dire que c'est cette bourgeoisie subdivisée en clans qui cherche à gagner du temps parce que justement, c'est la meilleure manière de gérer le statu quo dans un processus d'autoneutralisation jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où il va falloir donner au peuple le soin de trancher, mais entre des bras cassés et des pieds nickelés. Comme ce qui nous est arrivé en 2012, comme ce qui nous est arrivé en 2000, et ce qui risque aussi d'arriver en 2024. Et c'est ce que j'évoque avec beaucoup plus de prolixité dans mon essai sur le désastre sénégalais. Tout le monde peut y aller dès lors qu'on est d'accord qu'il faut une refonte du système. Mais s'il faut y aller pour des négociations partisanes, claniques, il va sans dire que, justement, le F24 risque d'en faire les frais, puisqu'il y aura certainement des scissions, parce que certains y trouveront un intérêt à y aller, et c'est des intérêts purement politiciens, d'autres trouveront des intérêts politiciens à ne pas y aller, et donc du coup, ce sera un enfumage, un écran de fumée qui leur permettra tout simplement de gérer le temps en attendant que les choses se fassent pour qu'ils puissent véritablement se déterminer quant à la suite. Oui, mais Agibou, un parti comme le PASTEF, qui, à mon avis, est un parti actuellement pas écouté, où les militants sont emprisonnés et où les responsables politiques sont vraiment intimidés. Il y a eu l'arrestation dernièrement de Bassirou Diomaye Faye, qui est le numéro 3 ou même le numéro 2 de ce parti. Est-ce que, justement, ce parti n'a pas intérêt à aller répondre au dialogue pour au moins demander la libération immédiate de tous ces acteurs politiques en prison, même si Macky Sall a nié dans l'interview qu'il a accordée à RFM au micro de El Hadj Assane Gueye qu'il existe des prisonniers politiques au Sénégal. Oui, en fait, il y a, ta question me fait penser un peu à Jürgen Habermas, lorsqu'il disait que toute théorie qui entend prendre en charge la pratique humaine dans son ensemble doit se prémunir des tentations idéalistes qui la portent à négliger la confrontation avec les faits. Pastef aujourd'hui, ils doivent être pragmatiques. Ils ont tout intérêt à aller dans ce dialogue, même si ils savent quelle est l'intentionnalité qui préside à tout ce cinéma-là. Mais ne pas y être, c'est se couper d'une certaine manière la possibilité d'être véritablement informé du niveau de complicité que les uns et les autres entretiennent indépendamment de ce qu'ils peuvent dire. C'est-à-dire que c'est à travers leur présence dans ce dialogue, même s'il faudrait qu'ils jouent aux empêcheurs de tourner en rond dans les débats, il faut qu'ils y soient parce qu'il y a là aussi des informations qui peuvent permettre d'affiner la compréhension de la réalité dans laquelle ils sont. Donc la politique de la chaise vide, ça s'est toujours fait au détriment de ceux qui ont abandonné. Voilà. Il faut qu'ils aillent dans ce dialogue et continuer à garder le même discours et la même posture. Parce que dialogue, ça présuppose d'abord de partir sur des bases qui sont complètement antagoniques et contradictoires et qu'on essaye de rapprocher à partir d'un procédé méthodologique dont on a convenu en termes scientifiques. C'est tout. Donc, ils ont tout intérêt à aller dans le dialogue, même si, je le dis, ce dialogue-là, c'est un écran de fumée. Il y a une insincérité, autant du point de vue de son contexte historique, et autant, justement, dans la perspective même de l'horizon que ce dialogue cherche à dégager.
enfin, Agibou, le dernier sujet de ce décryptage de l'actualité, c'est dernièrement l'arrestation du journaliste directeur de publication de Keoulou, en l'occurrence Boubacar Touré. Et donc, c'est à se demander si finalement, parce qu'il n'y a pas que lui, quoi. Il y a aussi Moustapha Diop de Walfadjri qui a été convoqué à la police, mais qui est reparti libre, qui n'a pas été inquiété du tout. Mais tout ceci, c'est comme une intimidation envers la presse. Envers la presse et plus proche de l'opposition, on peut le dire comme ça, parce que maintenant, il y a une certaine presse proche de l'opposition et une autre qui est plutôt pro-pouvoir. Donc, c'est à se demander maintenant si, parce qu'il existe une frontière entre le militantisme et le journalisme, si cette frontière n'a pas été franchie à un moment donné. Enfin, je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer le militantisme au journalisme dans un premier temps, parce que ce sont des actions utiles à la société. C'est des actes d'engagement au service de la communauté et du collectif, idéalement. C'est ça. Donc, moi, à mon sens, je ne peux pas trouver une frontière étanche entre le militantisme et le journalisme. Parce que le journaliste est quelqu'un d'engagé au service de la vérité, informé, juste et vrai. Voilà. Le militantisme est à la quête, justement, de la bonne information qu'il s'approprie politiquement pour essayer de transformer la société. Donc, il y a un prolongement, à mon sens. Maintenant, il est vrai que il y a aujourd'hui une certaine libéralité dans l'exercice du métier. Ça, et le mot est très faible. Il y a un mélange de genres entre un parti pris politicien et qui subodore d'une certaine manière ou qui se soumet à une entreprise de propagande via justement le médium d'information. Et ça, il faut le récuser, il faut le combattre, il faut le sanctionner. Cela va sans dire. Et il y a aussi l'État, Macky Sall, qui a d'une certaine manière fait irruption dans ce métier-là quand on voit à l'aube de son installation tout l'aéropage de journalistes dont il s'est entouré et certainement à des fins propagandistes et peut-être même pour étouffer toutes les velléités de critique. Souleymane Jules Diop, Abdoulatif Coulibaly, comment il s'appelle encore, Madiambal Diagne, toutes ces sommités du monde journalistique sont devenues finalement les dames de compagnie, pour reprendre l'expression de Idrissa Seck. Donc, et ce qui est quand même paradoxal, c'est que ceux-ci, ils ont le droit d'opiner sur des adversaires politiques de Macky Sall, fabuler, inventer et dire tout ce que bon leur semble. Il ne leur arrivera rien du tout. Quand justement, maintenant, peut-être des journalistes qui ont un parti pris politique et qui l'assument, peut-être qui a tort, bien plus qu'à raison, utilisent leur médium au service de la cause politique dont ils se sentent proches, sont sanctionnés et tombent sous le coup de la loi. Donc, il y a le 2 poids 2 mesures, cela va sans dire. Mais globalement, il y a nécessité aujourd'hui de faire les assises du journalisme, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui vous interpelle, vous. C'est votre corps de métier. Il y a c'est vrai que la prolifération des canaux de communication, notamment avec l'explosion des réseaux sociaux, l'étanchéité est pratiquement a complètement disparu. Donc, il y a une éruption de personnes et de groupements de personnes qui se sont attitrés le rôle d'éclaireurs au mépris justement des règles journalistiques, qui se disent maintenant chroniqueurs, analystes, journalistes, alors qu'ils ne sont spécialistes de rien. C'est juste des activistes, des gens qui prennent pour argent comptant tout le prêt-à-penser avec toute la complexité scientifique et intellectuelle qui l'enrobe pour étendre des vérités établies et qu'ils essayent d'imposer comme opinion à prendre pour argent comptant. C'est même plus de l'opinion, c'est un avis scientifique d'une certaine manière, c'est de l'opinion transformée en avis scientifique qu'il faudrait prendre pour argent comptant. Il y a toute une forme de confusion. On voit des activistes
qui font maintenant plusieurs vues dans les réseaux sociaux et qui sont à la solde d'une propagande nauséeuse et nauséabonde, qui font fureur. Et donc, certains journalistes frustrés peut-être aussi ne peuvent résister à la tentation justement de se laisser entraîner par cette nouvelle dynamique au mépris de la déontologie et des règles éthiques qui régissent ce métier, mais qui n'est pas valorisé à la dimension de sa fonction sociale, éducative et d'éveilleur de conscience. Merci à Guibou pour cette analyse de l'actualité de la semaine. Merci à vous, tous les abonnés d'avoir suivi. Et comme d'habitude, je te laisse le dernier mot. Merci Rokhaya. Écoute, je donne rendez-vous aux followers la semaine prochaine. Et j'en profite aussi pour inviter mes compatriotes de la région parisienne et de tous qui pourraient faire le déplacement, en tout cas qui vivent en France, à la cérémonie de présentation de mon essai, Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. La cérémonie aura pour cadre la salle de l'Harmattan, qui se situe au 21 bis rue des Écoles dans le 5e arrondissement. Donc, à partir de 15h, donc de 15h à 18h, venez échanger avec l'auteur et aussi prendre note de la critique, puisque le professeur Chérif Salissi m'a fait l'amitié, mais véritablement, d'accepter mon invitation et de venir donner part de sa lecture et de son sentiment. Le professeur Pape Sissoko, philosophe, celui que j'appelle le philosophe du détail, tellement il est pointilleux et regardant sur tous les détails et qu'il met en perspective d'une manière tellement stylistique et impressionnante. Lui aussi, il a accepté de venir confronter sa critique à l'auteur. Donc, je pense que ce sera un bon moment de communion et d'échange autour du tout nouveau-né, le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Je vous y attends pour ceux qui peuvent faire le déplacement. Cela me fera plaisir. Pour d'autres, on aura l'occasion d'épiloguer sur le contenu et le ressenti que vous avez eu une fois que vous avez eu le livre entre vos mains.